Bonjour, Dr Cloarec Blanchard, médecin référent nutrition du groupe ADEF Résidence. C'est un honneur tout d'abord et un plaisir aussi de participer à cette journée d'accueil de ce magnifique projet Maison Gourmande et Responsable et d'avoir le plaisir de vous présenter donc la nutrition et la dénutrition de la personne âgée. Tout d'abord une définition très simple. Un bon état nutritionnel se définit tout simplement par l'équilibre entre les apports énergétiques et les dépenses. La prévalence de la dénutrition chez les personnes âgées a tout d'abord été montrée par l'HAS en 2007, se situant entre 15 et 38%. Mais quand on regarde des études beaucoup plus récentes, on voit que ce taux de dénutrition a beaucoup augmenté avec la population de plus en plus polypathologique en EHPAD. La dénutrition est un problème majeur de santé publique, avec 25% des personnes âgées en perte d'autonomie qui présentent une dénutrition, 40% des personnes âgées hospitalisées le sont pour des conséquences de la dénutrition, et 50% des personnes âgées hospitalisées sont dénutries. Si l'on se focalise maintenant sur les EHPAD, on a 64% des personnes âgées en institution qui présentent un statut nutritionnel défavorable. Qu'est-ce que c'est un statut nutritionnel défavorable? Ça veut dire soit ce sont des sujets dénutris, soit à risque de dénutrition. Une étude multicentrique a été très bien faite sur plus de 4500 résidents dans des EHPAD à la fois associatifs, privés, à but lucratif ou publics, a montré qu'il y avait en moyenne 45,6% de résidents dénutris, dont 27,4% avec une dénutrition sévère. Donc vous comprenez bien pourquoi c'est primordial d'avoir un bon état nutritionnel. Parce qu'avant tout, cela contribue à limiter les pathologies liées au vieillissement, à maintenir l'autonomie, mais aussi à maintenir une bonne qualité de vie. Tout d'abord, nous allons tordre ensemble le cou aux idées reçues. Il est normal de perdre du poids en prenant de l'âge. Vous savez tous que ce n'est pas vrai, puisque qu'est-ce que vous faites? Tous les mois, au minimum dans tous les EHPAD, vous pesez les résidents. Il est normal de moins manger quand on vieillit. Je vais vous expliquer tout à l'heure, en vous montrant les modifications physiologiques, pourquoi il n'est pas normal de manger moins quand on vieillit, qu'il va falloir manger mieux. Le soir, un bol de soupe suffit. Vous savez très bien que si vous donnez le soir une soupe simple de légumes sans l'avoir enrichie ni accompagnée avec un produit laitier et un dessert, vos résidents vont être dénutris. Qui d'ordine? Quand on est malade, il faut se mettre à la diète. Vous savez très bien que vos résidents, quand ils sont malades, au contraire, il faut faire très attention à la dénutrition et veiller à ce qu'ils aient une alimentation équilibrée. Enfin, un sujet surpoids ou obèse n'est jamais dénutri. Bien sûr, c'est aussi faux, parce que nous avons beaucoup de résidents en surpoids qui sont dénutris dans nos EHPAD. Donc cela veut dire avant tout que vieillir ne signifie pas être dénutri. L'âge, en effet, entraîne des modifications physiologiques qui vont fragiliser le sujet âgé vis-à-vis du risque de dénutrition et de déshydratation. La dénutrition, autre point important, ne s'installe que lorsque le vieillissement s'accompagne soit de pathologies inflammatoires ou dégénératives, soit de conditions environnementales défavorables, ou enfin de difficultés psychologiques. Avec le vieillissement, nous avons une modification de la prise alimentaire. Tout d'abord, il y a une diminution de tous les sens, en particulier du goût et de l'odorat, et donc du plaisir de manger, mais aussi visuel, et il ne faut pas l'oublier, car vous avez beaucoup de résidents dans vos EHPAD qui présentent en particulier une DMLA, et si vous leur présentez une assiette avec dedans une escalope de veau, à la crème, du riz, de la purée, et tout ça dans une assiette blanche et une nappe blanche, ben c'est clair qu'ils auront beaucoup de mal déjà à voir ce qu'ils vont manger, et ça ne risque pas de leur ouvrir l'appétit. D'autre part, il y a une diminution de l'appétit et de la sensation de soif. Donc il y a une sensation de satiété précoce et prolongée, un ralentissement de la digestion et un allongement de la période d'anorexie après le repas. Enfin, et ça vous le connaissez parfaitement, il y a chez beaucoup de vos résidents une altération de la denture
des capacités de mastication et une diminution de la salivation. En particulier, vous savez que quand le sujet maigrit très rapidement, ces prothèses dentaires ne sont plus adaptées. Enfin, je vais passer rapidement sur les modifications métaboliques. Vous avez bien sûr des modifications du métabolisme du glucose, des protéines, des modifications du métabolisme du calcium et de la vitamine D, qui entraînent une fragilité osseuse et favorisent l'ostéoporose. Et enfin, un déséquilibre de l'eau avec une augmentation du risque de la déshydratation que vous connaissez parfaitement dans les EHPAD à cause du plan bleu, du plan canicule, car vous savez très bien que les résidents, les sujets âgés, en vieillissant, ils n'ont plus cette sensation de soif, même quand il fait chaud, ils mettent même des pulls et vous êtes obligé d'organiser des tournées d'hydratation. Tout d'abord, nous avons déjà parlé de la diminution du goût et de l'odorat. Vous avez beaucoup de vos résidents qui vont avoir des préférences pour une alimentation plutôt salée, plutôt sucrée, et quelquefois même des modifications de leur goût, avec des enfants qui viennent vous voir en disant « Mais si, mon père, il adorait la viande rouge », et bien en vieillissant, il a le droit de changer de goût et d'appétence. Le danger anorexigène des régimes, nous y reviendrons. Une moindre perception, des odeurs qui sont plus ou moins agréables ou désagréables. Tout cela entraîne quoi, au niveau en particulier des cuisines, c'est de concevoir des plats plus relevés en goût, en odeur, riches en couleurs. Donc il faut utiliser en particulier des exhausteurs de goût, plus d'épices, plus d'herbes aromatiques. L'importance aussi de la présentation du plat. On dit souvent qu'il faut faire une assiette avec les 3 couleurs. Il faut aussi que ce soit dans un environnement agréable. Et l'environnement joue pour plus de 80% dans la consommation. Parlons maintenant de la baisse des capacités digestives avec le ralentissement de la vidange gastrique. Quelles conséquences pour nous dans les EHPAD? Il va falloir laisser aux résidents le temps de manger au moment des repas. Alors à votre avis, c'est combien le temps qu'on doit laisser? Au petit déjeuner, normalement, on doit laisser 30 minutes aux résidents pour manger calmement son petit déjeuner. Au moment du déjeuner, c'est 1 heure qui est recommandée, et lors du dîner, 3/4 d'heure. Alors je sais que c'est très compliqué dans certains EHPAD en particulier pour le dîner, mais c'est excessivement important de laisser le temps aux résidents de consommer ses repas. Et si on lui laisse le temps, il augmente de lui-même de 30% sa consommation. Enfin, une autre conséquence, c'est que c'est important d'espacer les repas d'au moins 3 heures. Parlons maintenant de la baisse des capacités masticatoires avec le déchaussement des dents, les dentiers inadaptés. Donc bien sûr, les conséquences, suppression des aliments difficiles à mastiquer, et donc il va falloir adapter la texture de l'alimentation, en haché, en mixé. Il va falloir aussi faire très attention, puisque plus les plats sont mixés, plus ils entraînent une monotonie et plus ils favorisent la dénutrition. Pourquoi? Parce que déjà, donc, la monotonie va entraîner la perte d'appétit. Et d'autre part, si on prend un plat en texture normale, d'accord, et que l'on met dans un mixeur pour le mixer, on est obligé, pour obtenir cette texture lisse, onctueuse recommandée pour un mixé, de le diluer. Donc on va diminuer la densité protéino-énergétique, en passant de l'assiette normale à l'assiette mixée. Donc logiquement, on devrait systématiquement augmenter, avec de l'enrichi en protéines et en calories, tout mixé pour qu'il ait un apport équivalent. Donc hygiène bucco-dentaire, autre point particulièrement important. Donc après, normalement chaque repas, mais je sais que c'est très difficile en EHPAD, donc au moins 1 fois par jour, et si possible que le résident puisse voir régulièrement un dentiste. Parlons maintenant des troubles de la déglutition qui sont particulièrement fréquents en EHPAD et qui entraînent des risques de fausse route. La première chose, bien sûr, c'est l'importance d'identifier les résidents. Donc c'est souvent les soignants qui vous disent, dans la salle, Monsieur X, Madame Y, elle a tendance à tousser quand elle boit, quand elle mange certains aliments. Donc c'est important de les repérer. Et après, donc il va falloir adapter soit les boissons, les liquides, les épaissir, soit donc faire appel à une alimentation lisse et onctueuse, et surtout ne pas oublier de bien positionner la personne durant le repas. La perte de la sensation de soif, on en a parlé, donc il faut boire au moins 1,5 litre par jour, mais
ça a des conséquences particulièrement importantes, en particulier sur la constipation et les troubles intestinaux. Donc, beaucoup de résidents présentent des troubles intestinaux, type constipation, diarrhée, douleur abdominale, ballonnement, tout cela favorisant bien sûr la perte de l'appétit. On n'a pas envie d'aller à table, on n'a pas envie de se déplacer dans la salle à manger. Donc bien sûr c'est favorisé déjà par le fait qu'on n'apporte pas assez de liquide, donc c'est important d'avoir des apports hydriques satisfaisants. Deuxièmement, il faut maintenir une activité physique et surtout aussi apporter suffisamment de fibres alimentaires. Alors je suis sûr que dans la plupart de vos EHPAD, vous avez plus de 50% des résidents qui sont constipés. Donc vous voyez que si on agissait à la fois sur l'apport hydrique, l'apport en fibres alimentaires et l'activité physique, on diminuerait de façon drastique le nombre de résidents constipés. Donc, quand on regarde finalement toutes ces modifications, diminution du goût, diminution de l'odorat, diminution de la sensation de soif, de la sécrétion salivaire, le ralentissement de la digestion, l'altération de la denture, la diminution de la capacité de mastication, la diminution de l'activité physique, la satiété précoce, la diminution de l'appétit, tout concourt à une diminution de la prise alimentaire. Et donc, les conséquences inéluctables sont la dénutrition. Et qu'est-ce que c'est la dénutrition? C'est seulement lorsqu'une personne âgée ne mange pas suffisamment pour couvrir les besoins de son corps. Il y a une fragilisation. Vous entendez tous parler des personnes âgées fragiles. Pourquoi? Parce que quelque part, elles vont épuiser les réserves de l'organisme. Je vais vous faire un focus sur le vieillissement musculaire qui est excessivement important à comprendre et qui va aussi souligner l'importance de l'apport protéique. Parce que vous faites tous, certainement dans vos EHPAD, ce qu'on appelle des régimes HPHC, hyperprotidiques, hypercaloriques. Donc c'est important qu'on comprenne le pourquoi, l'importance de cet apport protéique supplémentaire. Donc le vieillissement musculaire, il survient comment? Il y a une diminution progressive, involontaire et inéluctable de la masse musculaire, avec une diminution progressive de la force musculaire, de l'ordre de 15% par 10 ans, entre 30 et 80 ans. Et c'est un phénomène qui va toucher toutes les personnes âgées, même en bonne santé. Sur cette diapositive sont représentées des coupes au scanner de membres de sujets qui ont entre 31 ans et 85 ans. Et vous voyez très bien, si on part de la partie haute, le sujet jeune, à la partie basse, et vous voyez très bien que la masse grise, qui est la masse maigre, la masse musculaire, diminue progressivement au profit de la masse blanche, qui est la masse graisseuse, qui augmente avec l'âge. Donc il y a une diminution donc, de la masse musculaire et de la force musculaire, et à 90 ans, on considère qu'à peu près 50% de la masse musculaire a disparu. Par quoi est-elle favorisée? Tout d'abord par l'altération du métabolisme protéique avec le vieillissement, avec l'augmentation de l'inflammation, la diminution des hormones anaboliques, la diminution de la vitamine D, la diminution des apports protéiques et la diminution de l'activité physique qui est favorisée par la sédentarité. Donc tout favorise cette sarcopénie qui va avoir des conséquences dramatiques pour le sujet âgé, diminution de la mobilité, troubles de la marche, chute, perte d'autonomie, fracture, dépendance, mortalité. Comment peut-on apporter des protéines par l'alimentation? Alors, bien sûr, par tout ce qui est protéines animales, viande, poisson, volaille, les œufs, mais aussi les protéines laitières, qui sont très importantes pour vous en EHPAD, qui quelquefois vous sauvent, parce que quelquefois vous n'arrivez pas à donner un plat protéique. Alors n'hésitez pas systématiquement à compenser, justement, en donnant derrière 2 produits laitiers. Il faut savoir par exemple qu'une petite portion, de 200 grammes de fromage blanc, tel que vous avez chez vous, apporte environ 8 grammes de protéines. Donc vous voyez qu'on peut tout à fait compenser les types de protéines en fonction des goûts des résidents. Et il ne faut pas non plus oublier les protéines végétales et les légumineuses qui sont maintenant d'ailleurs, qui font partie aussi du plan du PNNS sur lequel je reviendrai. J'aime beaucoup cette diapositive. Pourquoi?
Parce que vous voyez dans la partie haute de cette diapositive un histogramme qui représente bien la fabrication des protéines musculaires, que cela soit chez des sujets jeunes ou âgés. Et vous voyez bien que cette fabrication des protéines est largement augmentée quand la personne fait de l'exercice physique. Alors bien sûr, vous n'allez pas inscrire vos résidents au marathon de la région, mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez favoriser le fait qu'ils pratiquent au moins 30 minutes d'activité par jour, ou 3 fois 10 minutes, et bien sûr ça peut être seulement de la gymnastique passive, ça peut être entre guillemets de la trottinothérapie avec vos équipes, ça peut être tout type d'activité du moment qui bouge, et vous avez compris pourquoi, parce que plus il bouge, plus on va lutter contre la sarcopénie, et donc tous ces effets néfastes. Alors tout d'abord, les infections, qui sont d'autant plus importantes que la dénutrition par elle-même diminue l'efficacité des vaccins. La déshydratation dont on a parlé, les escarres que vous connaissez bien chez vos sujets dénutris, la durée de séjour à l'hôpital qui est augmentée, le nombre d'hospitalisations qui est augmenté chez le sujet dénutri, la mortalité multipliée par 2 à 4, la perte d'autonomie, la fonte musculaire majorée, on a vu par le phénomène de la sarcopénie, les chutes, les fractures. Vous voyez que les conséquences sont dramatiques et on parle souvent de la spirale de la dénutrition. Et si je veux insister sur cette diapositive, c'est pourquoi cette spirale vous montre aussi que jusqu'à un certain stade, cette dénutrition est réversible, mais à un moment donné, elle devient irréversible. Donc c'est tout l'intérêt de faire bien sûr de la prévention, de détecter les sujets à risque, de faire le diagnostic et de la prendre en charge. Pourquoi les personnes âgées ont un gros risque de dénutrition? Parce qu'ils ont un organisme qui est moins performant. En particulier, pour une activité physique identique, les dépenses énergétiques sont plus élevées que chez l'adulte jeune. Les besoins nutritionnels de la personne âgée sont plus importants que ceux d'un adulte à activité physique équivalente, de l'ordre de plus 20%. Je suis sûr que c'est une notion que vous ne connaissiez pas. Et qui vous explique aussi, ce que vous avez dit tout à l'heure, il faut tordre le cou aux idées reçues, il ne faut pas que le sujet âgé mange moins le soir, ou mange moins dans la journée. Il faut qu'il mange mieux, et surtout, d'autant plus que l'organisme est moins performant. Il y a un moins bon rendement métabolique, en particulier des protéines, qui doivent être majorées. Et je donne souvent cette image en pensant à ma vieille de chevaux, qui marche très bien, mais au fil des ans, je mets un peu plus d'eau, un peu plus d'huile, un peu plus d'essence, pour qu'elle soit aussi performante qu'avant. Donc vous comprenez bien pourquoi c'est si important de repérer, de dépister cette dénutrition. Donc quelles sont les situations à risque? Elles ont été très bien décrites par l'HAS. Je ne vais pas toutes, entre guillemets, les citer, mais je voudrais quand même qu'on passe au moins en revue les différentes situations qui favorisent. Donc bien sûr les situations psycho-environnementales, les troubles bucco-dentaires, les troubles de la déglutition, les troubles psychiatriques, les syndromes démentiels, et ça vous le savez bien, c'est tous nos résidents qui présentent des maladies de type Alzheimer. Il ne faut pas oublier non plus les personnes qui présentent une dépression, un épisode dépressif, parce que la dépression en elle-même favorise bien sûr la dénutrition, un mauvais statut nutritionnel. Donc il faut vraiment prendre en charge cette dépression pour lutter justement contre la perte d'appétit qui est un signe que l'on observe souvent chez les sujets déprimés. On va insister sur les traitements médicamenteux au long cours. Autre situation favorisant la dénutrition, toute affection aiguë ou toute décompensation de pathologies chroniques. La dépendance aussi en elle-même, parce que c'est clair que quelqu'un qui est dépendant physiquement, il ne peut pas, par exemple, à domicile, chez lui, aller jusqu'à la cuisine, se nourrir quand il a faim, il ne peut pas aller faire ses courses. Donc il y a la dépendance à la fois physique et la dépendance psychique qui aussi favorise la dénutrition. Et enfin, et ça je vais insister lourdement dessus, tous les régimes restrictifs.
Alerte au régime chez les personnes au-delà de 75 ans, les régimes restrictifs sont proscrits, sauf très rares exceptions. Pourquoi? Parce que chez le sujet jeune, en général, quand on met un régime, et dans beaucoup de pathologies maintenant, ce ne sont plus des régimes particulièrement restrictifs, mais plutôt d'une alimentation équilibrée. En tout cas, c'était toujours dans un but de faire de la prévention à moyen et long terme. Or, chez les résidents que vous avez en EHPAD, et là je parle des personnes âgées ou très âgées qui arrivent chez vous. En général, elles arrivent entre 87 et 89 ans, et elles ont une durée moyenne de séjour, donc une espérance de vie qui est de l'ordre de 2 à 3 ans. Donc vous voyez bien qu'on n'est plus dans de la prévention à moyen ou long terme. Là, on est dans, il faut, entre guillemets, de la qualité de vie autour de ces dernières années, apporter du plaisir et ne pas leur faire la double peine de continuer des régimes. D'autant plus que quand ils arrivent dans un EHPAD, vos personnes âgées, ça fait plus de 80 ans qu'ils font la cuisine chez eux, qu'ils avaient des habitudes alimentaires, mais c'est traumatisant pour eux déjà de venir en EHPAD. Souvent, ils sont résignés, ils n'ont pas d'autre choix. Mais alors, en plus, c'est d'un brutal de se retrouver confronté à de la restauration collective. On est obligé donc de manger à des horaires particuliers, avec des durées particulières. On a beaucoup moins de choix, on a des plats imposés, on doit manger dans une salle à manger, etc. Et des places qui sont plus ou moins attribuées, donc c'est très violent pour eux. Donc, si on leur remet ou si on leur laisse des régimes, c'est vraiment ce qu'on appelle la double peine. Donc, on proscrit les régimes restrictifs. Attention, je ne parle pas des nouvelles populations qui arrivent en EHPAD, qui sont les psychiatriques vieillissants, qui eux peuvent arriver très jeunes en EHPAD, parce qu'ils peuvent arriver en général vers 60 ans. Donc là, la problématique n'est pas du tout la même. Il y a en effet des pathologies pour lesquelles on doit faire de la prévention long terme. Je ne parle pas non plus d'une autre population, qui sont les personnes en situation de handicap, qui arrivent des masses femmes, parce qu'ils vieillissent et que maintenant, ils arrivent en EHPAD. Après l'alerte régime, alerte médicaments. Avec l'âge, c'est en moyenne 5 à 8 médicaments par jour qui sont pris par les résidents. Ils en ont à chaque repas. Et bien sûr, pour les avaler, quelquefois c'est des gros gélules, ils doivent prendre un verre d'eau, 2 verres d'eau, 3 verres d'eau. Bon, bref, ils remplissent bien leur estomac, du coup ça leur coupe l'appétit. Donc déjà, dans la première recommandation, il faut éviter de leur donner des médicaments avant le repas, mais si possible attendre le début du repas et leur proposer les médicaments au milieu ou fin de repas pour justement qu'ils initient ce début de repas et qu'ils aient envie de manger. Bon, je sais bien que dans les EHPAD, en moyenne, la plupart des médicaments sont donnés plutôt vers le petit déjeuner, qu'on évite d'en donner trop au déjeuner, un peu au dîner. Mais il faut faire vraiment très attention déjà à cette prise médicamenteuse au moment des repas. Et puis après, il faut savoir que les médicaments en eux-mêmes, c'est plus de 250 médicaments qui ont des effets délétères sur le statut nutritionnel. Ils peuvent être anorexigènes, entraîner une satiété plus rapide, une réduction de la capacité à s'alimenter, une dysphagie, c'est-à-dire une difficulté à avaler, une constipation, des diarrhées. Enfin bref, ça vaut vraiment le coup de nettoyer au maximum l'ordonnance pour que vraiment ils ne gardent que les médicaments indispensables. Les autres situations qui favorisent aussi la dénutrition sont bien sûr la douleur, le handicap et l'isolement. J'insisterai bien sûr, il y a toutes les pathologies de type Alzheimer, Parkinson, etc., les AVC, etc. Mais j'insisterai sur la douleur. La douleur, c'est algo plus, algo plus, algo plus. Il faut détecter la douleur, il faut avoir des échecs objectifs à montrer à vos médecins traitants. Pourquoi? Parce qu'une personne qui est douloureuse, elle n'a pas faim, elle n'a pas envie de se bouger pour aller dans la salle à manger, mais ça lui coupe l'appétit. Donc c'est important de prendre en charge cette douleur. Donc une fois que l'on a repéré, qu'on a dépisté cette dénutrition, quels sont les outils que nous avons à nos dispositions pour faire un diagnostic du statut nutritionnel? Alors avant tout, c'est la courbe de poids, que vous connaissez tous, les recommandations, que ce soit HAS, tout ce que vous voulez, RS, etc., etc.
c'est il faut peser vos résidents à l'arrivée dans l'EHPAD et au moins une fois par mois, hein, et puis, ou bien sûr quand ils reviennent, par exemple, une hospitalisation. Mais il faut toujours avoir un poids, hein, au départ. Le deuxième indice, c'est l'indice de masse corporelle. C'est quoi? C'est juste le poids sur la taille au carré. Alors, il y a beaucoup qui vont me dire, ok, mais la taille, c'est difficile de les mesurer, on n'a pas forcément de toise. Alors, il y a d'autres, en effet, possibilités d'extrapoler, on va dire, la taille des personnes âgées. On peut utiliser ce qu'on appelle donc la distance talon-genou. Mais là, pour le projet Maison Gourmande et Responsable, on va pas vous demander, hein, d'aller mesurer avec des toises, avec des outils particuliers, etc. On va juste vous demander de prendre la taille qu'il y a sur la carte d'identité. Hein. C'est tout à fait accepté dans beaucoup d'études qui se passent en EHPAD. Le tout est que vous utilisiez la même méthode pour mesurer tous vos résidents et qu'on puisse calculer cet IMC. Autre outil d'évaluation du statut nutritionnel, la grille de surveillance alimentaire, que vous connaissez bien, le dosage des protéines plasmatiques, sur lequel je vais revenir, et le Mini Nutritional Assessment, le MNA, qui sert beaucoup à détecter les sujets à risque ou qui présentent une dénutrition et qui ne permet pas de dire si c'est une dénutrition modérée ou une dénutrition sévère. Pour revenir, donc, le dépistage de la dénutrition est particulièrement recommandé, hein, chez les personnes âgées, et il faut les peser. Il y a tous les types de balances qui sont adaptés au type d'autonomie ou de perte d'autonomie des résidents. Donc les marqueurs biologiques. Tout d'abord l'albumine qui a une demi-vie de 21 jours, donc qui reflète plus un statut nutritionnel, on va dire, du mois qui précède ou des 2 mois qui précèdent, mais c'est avant tout un facteur pronostic de morbimortalité. On dit en général qu'il est en faveur d'une dénutrition si l'albumine est inférieur à 35 grammes par litre et quand il est inférieur à 30 grammes par litre, en faveur d'une dénutrition sévère. Le deuxième marqueur biologique qui est utilisé, c'est la préalbumine, qui a une demi-vie de l'ordre de 2 jours, donc qui reflète beaucoup plus une dénutrition très récente et qui est peut-être un peu moins utilisée en EHPAD parce qu'elle est plus chère, mais elle est très utilisée en particulier à l'hôpital. Donc elle baisse de façon très rapidement au cours de la dénutrition et des états inflammatoires marqués. Donc pour savoir si c'est une dénutrition due à une diminution des apports ou un phénomène inflammatoire, c'est important de savoir s'il y a aussi une inflammation sous-jacente. Donc c'est pour cela qu'on va doser quelque chose qui s'appelle la CRP. Maintenant que nous avons tous ces outils à notre disposition, nous pouvons faire le diagnostic de la dénutrition. Et pour l'instant, ce qui est toujours en vigueur, ce sont les critères de la HAS qui datent de 2007. Il suffit pour faire le diagnostic de la dénutrition d'avoir un ou plusieurs des critères suivants. Perte de poids de plus de 5% en 1 mois, ou 10% en 6 mois. IMC inférieur ou égal à 21. Albuminémie inférieure à 35 grammes par litre. MNA global inférieur à 17. Bien sûr, pour faire le diagnostic d'une dénutrition sévère, des critères plus drastiques, perte de poids supérieure à 10% en 1 mois ou 15% en 6 mois, IMC inférieur à 18 et albuminémie inférieure à 30. Une fois que l'on a fait le diagnostic de la dénutrition, je vous ai bien dit qu'il fallait qu'on sache d'où elle vient cette dénutrition. Est-ce que c'est une insuffisance d'apport, ce qu'on appelle la dénutrition protéino-énergétique exogène, par diminution des capacités physiques de la personne, altération des capacités psychiques, du fait de traitements médicamenteux, de régimes restrictifs, etc., etc. Tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Une insuffisance d'apport. Ou alors, est-ce que cette dénutrition, elle est due essentiellement à une augmentation des besoins par hypercatabolisme? C'est ce qu'on voit en particulier donc, quand il y a une inflammation. C'est ce qu'on appelle la DPE, la dénutrition protéino-énergétique endogène. Donc, maladie infectieuse, destruction tissulaire, de type infarctus du myocarde ou AVC,
ou phénomène de réparation tissulaire, fractures, escarres, etc. Mais il faut savoir que dans la plupart des cas, la dénutrition que vous observez chez les personnes âgées dans les EHPAD est souvent mixte, c'est-à-dire avec les deux mécanismes associés. Et un des cas les plus fréquents qui est décrit, c'est celui de la fracture du col du fémur, qui est une cause typique et fréquente justement de cette dénutrition protéino-énergétique mixte. On a dépisté, on a fait le diagnostic, donc maintenant il faut bien sûr que l'on prenne en charge cette dénutrition. S'il faut une aide technique, par exemple, s'il faut mettre de l'aide alimentaire complète, eh ben, il faut se donner les moyens de mettre de l'aide alimentaire. Faire les soins bucco-dentaires. Vous savez pertinemment que si quelqu'un a une mycose buccale, alors là c'est clair qu'il va y avoir une diminution des apports, il va moins manger et il va se dénutrir. Donc il suffit juste de prendre en charge cette mycose buccale. Il va falloir réévaluer la pertinence des médicaments. Il faut nettoyer le plus drastiquement l'ordonnance, j'espère que vous avez compris pourquoi. Et puis, il faut prendre en charge les pathologies sous-jacentes. Il va falloir apporter de l'enrichi. Et quel est l'objectif nutritionnel? Il va falloir apporter 30 à 40 kilocalories par kilo et par jour et 1,2 à 1,5 g de protéines par kilo et par jour chez les personnes dénutries. On peut même apporter beaucoup plus, en particulier quand il y a des phénomènes d'hypercatabolisme, on peut aller jusqu'à 2 grammes de protéines par kilo et par jour. Il faudrait que l'alimentation courante apporte 1,2 g de protéines par kilo et par jour. Ils vendaient pas. Donc, on a fait notre objectif nutritionnel. Maintenant, comment allons-nous apporter l'alimentation et l'alimentation enrichie? Bien sûr, on va avant tout favoriser l'alimentation orale, conseil nutritionnel, alimentation enrichie, et voire compléments nutritionnels oraux. Les autres modes que vous voyez beaucoup moins en EHPAD, c'est bien sûr la nutrition entérale ou parentérale. Ceci, donc, c'est juste le tableau de l'HAS qui vous rappelle les différentes stratégies de prise en charge nutritionnelle chez le sujet à la fois dénutri modéré ou dénutri sévère. Juste, je voudrais insister parce que dans la vraie vie, et vous le savez tous, je suis sûr que beaucoup d'entre vous évite en tout cas d'utiliser les compléments nutritionnels oraux, vous savez, les petites bouteilles ou les petits pots que vous prenez sur vos dispositifs médicaux. Pourquoi? Parce que en général, ils ne donnent pas très envie aux résidents, et beaucoup d'ailleurs ne les consomment pas entièrement. En général, donc le goût n'est pas toujours attrayant. Et en particulier, ils ont une capacité aussi à couper l'appétit. Donc ils sont très compliqués aussi à donner dans la journée, parce que bien sûr, si vous les donnez à moins de 2 heures d'un repas, alors là, ça coupe complètement l'appétit. Et là, on est contre-productif au possible, puisque de toute façon, du coup, le résident, déjà, il va pas consommer complètement son complément nutritionnel oral, mais en plus de ça, il va même pas consommer son repas. Donc, voilà. Donc, je suis sûr que beaucoup d'entre vous utilisent très peu des compléments nutritionnels oraux et essayent au maximum, quand ils ont un chef qui sait faire de la bonne cuisine enrichie et une équipe de cuisine stable qui peut vraiment fournir de l'alimentation enrichie de bonne qualité, elle va favoriser de faire de l'alimentation enrichie avec de l'enrichi, donc de la soupe enrichie, des crèmes enrichies, enfin un tout type d'enrichi où finalement on va augmenter la densité nutritionnelle de certains plats pour lutter contre la dénutrition. Je voudrais insister sur un temps important pour apporter de l'alimentation enrichie en EHPAD, c'est le petit déjeuner. Parce que le petit déjeuner, c'est un temps merveilleux pour apporter justement de l'enrichi, parce que la personne se réveille, elle a faim, elle a soif. Hélas, le plus souvent, elle a plus de 12 heures de jeûne derrière elle, et vous allez voir qu'elle va consommer la plupart des aliments que vous lui proposez pour son petit déjeuner. Donc n'hésitez pas à rajouter de l'enrichi au moment du petit déjeuner. De toute façon, vous savez que ce qui est conseillé à l'heure actuelle, en particulier pour l'assimilation des protéines, c'est plutôt de les apporter en première partie de la journée.
Donc, une prise en charge orale. Hein. Je vais permettre juste de rappeler les repères du PNNS. Combien de fruits et légumes par jour chez les personnes âgées fragiles? Au moins 5 par jour, comme vous. Tout ce qui est pain, céréales, c'est à chaque repas et selon l'appétit. Les produits laitiers, 3 à 4 par jour. Et ne les oubliez pas, on en a parlé tout à l'heure, cela va vous aider à compenser le peu de protéines, souvent animales, qui sont mangées par des protéines laitières. Donc les protéines animales, en particulier viande, poisson, œufs, etc. Donc c'est 2 fois par jour chez la personne âgée fragile. Tout ce qui est huile, matière grasse, ben, c'est quand ils veulent, mais sans en abuser. Pareil pour tout ce qui est sucre, sel, etc. Vous savez très bien qu'on lutte au maximum contre les régimes restrictifs. Et enfin, bien sûr, apporter 1 litre, 1 litre et demi par jour de liquide. Et surtout, je vous en supplie, ne leur supprimez pas le vin quand ils peuvent en prendre, évidemment, s'ils sont en UP avec plein de neuroleptiques et qu'ils ont des syndromes frontaux, qui sont des anciens alcooliques. Ok, je comprends qu'on puisse essayer de supprimer le vin, mais pour tous les autres, ben, on est français, ça fait partie de leur repas. On en a parlé tout à l'heure, c'est important pour eux. Ben, voilà, ils doivent s'adapter à cette nouvelle alimentation en EHPAD, mais c'est leur petit verre de vin à chaque repas. C'est important d'apporter du plaisir, parce que de toute façon, vous n'arriverez à lutter contre la diminution de l'appétit que en leur donnant l'envie de manger et donc en leur apportant du plaisir. Parfois, il faut augmenter la fréquence des repas. Il va falloir aussi, bien sûr, et on vient d'en parler, d'éviter le jeûne nocturne. Mais là, je sais que c'est très compliqué dans les EHPAD, parce que souvent, moi, ce que j'ai observé depuis les plus de 8 ans que je suis en EHPAD, c'est que le dîner il est placé de 19h à 18h45, à 18h30, à 18h15, voire à 18h, dans certains EHPAD, et que cela pose un énorme problème pour ce jeûne nocturne. Alors vous allez me dire, d'accord, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter le jeûne nocturne? Eh bien sûr, nous avons les collations nocturnes, et donc c'est important là d'utiliser éventuellement justement, pour ceux qui sont dénutris, des crèmes enrichies, des produits enrichis, voire des compléments nutritionnels oraux, si justement ils ont une dénutrition sévère et qu'il faut essayer de leur apporter un maximum d'enrichis. Donc les autres modalités, bien sûr, de prise en charge nutritionnelle, on va privilégier des aliments riches en énergie et en protéines, adapter l'alimentation au goût et adapter les textures, apporter l'aide technique et ou humaine nécessaire, proposer des repas dans un environnement agréable. N'oubliez pas l'importance de l'environnement. Quand les apports spontanés ne suffisent pas, il va falloir enrichir l'alimentation. Et comment allons-nous enrichir l'alimentation? En rajoutant à la fois des calories et des protéines. Donc ça va être du beurre qui va apporter essentiellement des calories. La crème fraîche, attention, apporte principalement des calories et pas de protéines, ou si peu. Mais les protéines vont être apportées par exemple en rajoutant du jambon, du fromage, de la poudre de lait, des produits laitiers quels qu'ils soient, des œufs. Ce qui est important, c'est toujours augmenter la densité nutritionnelle. Par contre, je voudrais aussi insister sur quelque chose qui est important parce que vous en avez peut-être tous entendu parler, c'est issu en particulier du programme de recherche qui s'appelle Renaissance, où on est en train de beaucoup étudier justement comment plus s'adapter au profil petit, moyen, gros mangeur dans les EHPAD. Alors, vous savez très bien qu'un petit mangeur, si vous lui présentez une assiette pleine à ras-bord, ça va tout de suite le dégoûter et lui couper l'appétit, et que quelquefois, il vaut mieux lui présenter 2 petites portions qu'il va très bien manger. Mais attention, juste un piège. C'est pas parce qu'on passe de gros mangeur à petit mangeur que si on diminue les quantités point final, c'est clair qu'à un moment donné, il va finir dénutri. Non, il faut arriver pour un petit mangeur dans un petit volume, augmenter la densité nutritionnelle pour lui apporter la quantité nécessaire en
protéines et en calories. Hein. Et pour cela, bien sûr, eh ben, les chefs, je sais que c'est compliqué, mais ils vont devoir jouer avec toutes les nouvelles techniques culinaires qu'ils ont à leur disposition pour justement enrichir, mais toujours, j'insiste, dans un petit volume ou un volume donc adapté. Bon, l'autre, bien sûr, moyen de prendre en charge les sujets des nutris sont bien sûr les compléments nutritionnels oraux. Vous en avez plein de sortes différentes à votre disposition, que ce soit des crèmes, des boissons fruitées. Surtout, regardez toujours, parce que les apports en protéines et calories sont très différents d'un complément nutritionnel oral à l'autre. Et puis, bien sûr, si vous pouvez, plutôt que de les utiliser, parce que souvent vous apercevez qu'ils ne sont pas bien consommés ou très peu, essayez de faire un maximum d'enrichis dans l'alimentation plutôt que des CNO. Et si par contre ils prennent des CNO, surveillez la traçabilité des consommations, surveillez bien qu'ils les prennent bien. Hein. Favorisez toujours qu'ils les utilisent plutôt frais en particulier. Première conclusion, bien sûr, une diminution de la prise alimentaire a des conséquences beaucoup plus graves, vous l'avez vu, chez le sujet âgé que le sujet jeune. Donc l'évaluation nutritionnelle, c'est une étape indispensable à la prise en charge d'une personne âgée. Comment prévenir la dénutrition ? Avant tout, la nutrition, c'est l'affaire de tous, c'est-à-dire les familles, les directeurs, les sociétés de restauration collective, c'est-à-dire que ça peut être soit une société externe, soit une équipe de cuisine interne, hein, les soignants, les non-soignants, etc. Donc c'est excessivement important de voir qu'il faut que toute la chaîne soit impliquée. Et c'est vrai que moi, quand je me déplace dans un établissement pour aider à faire un bilan nutritionnel et à mieux prendre en charge les résidents, je n'y vais que quand il y a au minimum le médecin coordonnateur, quand il y en a un sur place bien sûr, l'infirmière coordonnatrice, une IDE référente ou un soignant référent, ou bien sûr un responsable hôtelier et le chef de cuisine. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit que dans beaucoup d'EHPAD, s'il y a des problèmes en particulier de nutrition ou d'alimentation enrichie ou de texture, c'est souvent un problème de communication, en particulier entre le soin et la cuisine, avec souvent le responsable hôtelier qui est au milieu et qui essaye de faire du lien, mais pour lequel c'est très difficile. Et il suffit juste de se mettre autour d'une table et discuter ensemble, et souvent, les freins se lèvent parce qu'il y a une meilleure compréhension, et surtout, l'infirmière, le médecin, l'IDEC explique aux cuisiniers, au chef, voilà pourquoi c'est si important chez Madame X et Monsieur Y de faire de l'enrichi, et puis après d'ailleurs de le remercier parce qu'il a fait un super enrichi et que Monsieur X remarche. C'est important, mais c'est important de bien communiquer. Donc vraiment, si vous pouviez organiser chez vous pendant justement se servir de ce beau projet Maison Gourmande et Responsable pour mettre en place chez vous ces réunions qui vont vous permettre de communiquer sur l'alimentation et la nutrition, c'est essentiel. Le maintien d'un bon état nutritionnel, c'est bien sûr une priorité parce que ça favorise l'autonomie et la qualité de vie et ça permet de stabiliser les symptômes et de favoriser un plus lent déclin cognitif. Ça a été très bien décrit dans des études chez les patients qui présentaient une maladie d'Alzheimer. Mais aussi, bien sûr, ça permet aussi un meilleur état global de la santé. Mais, comme je vous l'ai dit depuis le départ, c'est indissociable du plaisir de manger. Il ne faut pas manger moins, il faut manger mieux, il faut compenser la perte d'appétit en favorisant l'envie de manger. Donc il va falloir de manger de tout avec plaisir, et j'insiste, pas de retraite pour la fourchette. Donc, importance de la nutrition chez tous les résidents, de l'exercice, et vous avez compris l'intérêt même de les faire bouger, même en mobilisation passive, 3 fois 10 minutes, etc. Mais il faut arriver à les mobiliser. Importance de la vie sociale, ça fait pour leur morale, importance aussi de l'environnement, mais aussi, je ne peux pas m'empêcher en tant que médecin, importance de la vaccination. Je vous remercie pour votre attention et bien sûr,
je suis à votre disposition pour toutes les questions.